Bonjour à tous, vous êtes sur Be-Smart for Change et sur le Dealmakers Show. Nous faisons un épisode dédié aux solutions de financement et notamment à l'affacturage. On va vous expliquer ce qui se passe dans les entreprises dès lors qu'elles décident de passer à l'action sur ce levier qui monte en puissance dans les directions financières au niveau international. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Julien Elie. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes directeur administré financier et DRH du groupe Gascogne. Merci d'être avec nous. Vous avez mis en place un outil à facturage. On va revenir sur votre ressenti, votre vécu. Et Mathieu Arnoux avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Vous êtes directeur du financement et membre du board au sein d'AU Group. AU Group, c'est un broker spécialisé dans les projets de post-client. 310 experts dans 50 pays, si je ne m'abuse. Bravo, c'est exactement voilà, ça. donc un des leaders de la place. Vous conseillez bon nombre d'entreprises. Vous avez accompagné le groupe Gascogne. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors peut-être pour dégrossir un petit peu le sujet, le groupe Gascogne, en deux mots, 1500 salariés dans les Landes à Mimizan, c'est ça ? 1500 salariés, j'allais dire, dans le monde et effectivement un peu plus de 1000 dans les Landes. Le siège est à Mimizan, tout à fait, et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Magnifique. Et donc vous êtes dans l'industrie bois. Bois, papier et emballage également. Voilà, le cœur du métier du groupe, c'est la papeterie de Mimizan. C'est le premier site qui a été créé effectivement il y a 100 ans, qui a été fondé il y a 100 ans. Et les autres activités sont venues se greffer autour. Donc effectivement, le bois, les sacs et les emballages. L'idée de vous avoir aujourd'hui, c'est de parler justement à nos téléspectateurs. On voit que, bon, économiquement, ça se tend. Les défaillances reviennent à un niveau pré-Covid. On a même dépassé un niveau depuis les années 70, bon, à 1000 près, hein, c'est pas le tsunami, mais on est au-dessus de 66 000 défaillances en 2024. Et donc, du coup, effectivement, il y a une solution qui s'appelle l'affacturage qui consiste à se donner un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir passer les cycles. C'est une solution qui permet, je parle sous votre contrôle, vous me corrigerez, d'obtenir un financement sur la base du poste des clients, des factures, parce que parfois le poste client pèse lourd et c'est ce qu'on va voir. On dit traditionnellement que le crédit interentreprise, c'est le premier financeur national. Est-ce que c'est toujours vrai en 2025 ? Bah oui, c'est la clé en fait. Hein. Concrètement, le crédit interentreprise, c'est ce qu'une entreprise facture à l'instant T et c'est le règlement qu'elle attend. Et ce règlement, il peut être attendu pendant longtemps, même si la loi, on le sait, a réglementé, hein, enfin avec la LME. Mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Le sujet, c'est effectivement le délai de règlement et puis les retards qui sont liés à ces règlements. Effectivement, je crois que c'est 17 jours de retard aujourd'hui en moyenne en France pour les entreprises. Donc ça pèse directement sur leur trésorerie. Et c'est un vrai sujet d'organisation. Comment prévoir comment passer ces caps qui peuvent être difficiles en trésorerie compte tenu effectivement du délai de règlement et des retards qui vont avec. Et vous qui bossez dans différents secteurs, pour différentes entreprises, les secteurs se comportent tous un peu de la même façon ? Il y a des spécificités ? Alors il y a des spécificités, c'est difficile de donner une réponse très générale sur ce sujet-là. Ça dépend des métiers, ça dépend de l'organisation des entreprises surtout, je pense. En fait, concrètement, c'est une entreprise qui est très structurée, bien organisée, qui suit son poste client, qui le monitore. Généralement obtient des performances qui sont meilleures en termes de maîtrise du DSO. À l'inverse, évidemment selon les métiers, des boîtes qui sont moins organisées, qui suivent ça de moins près, peuvent très vite s'exposer à des dérives et souvent quand la dérive arrive, il est un peu trop tard en fait. Quand on s'en rend compte, c'est un peu compliqué à gérer. Donc c'est vrai que maîtriser son poste client, bien le gérer, maîtriser les paramètres, regarder comment on peut organiser ça, c'est clé en fait pour la maîtrise de la trésorerie. Alors on rentre dans le détail, un poste client qui dérive, ça veut dire qu'on commence à avoir une métrique à 90 à 120 jours. Là on commence à se dire que ça a bien dérivé ou c'est encore pas déconnant par rapport à ce que vous pouvez voir chez vos clients ? Alors nous on considère qu'à plus de 30 jours de retard, ça commence à être significatif. C'est-à-dire qu'il y a un retard qui est structurel, qui est latent, voilà. Donc le retard entre 0 et on va dire 30 jours, c'est quelque chose qui est relativement raisonnable, qui se maîtrise. Quand on voit des postes clients, notamment quand on rentre sur certaines entreprises pour étudier des solutions éventuellement d'affacturage, et qu'on voit qu'on a des retards à plus de 30 jours qui pèsent lourd. Qui sont pour la moitié, par exemple, du poste client ? Ça interroge. Ouais. Ça interroge. Et puis souvent, d'ailleurs, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est souvent un peu les mêmes clients. Donc ça peut aussi marquer un certain déséquilibre dans la relation commerciale entre l'entreprise et les clients avec qui elle travaille. Si vous êtes très exposé à ce genre de factures et que ça pèse lourd dans votre budget, dans vos finances, il faut commencer à se poser des questions, même si vous monitorez. Et une des solutions, c'est l'affacturage. Alors, l'affacturage, je l'ai rapidement défini tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir peut-être la définition de l'expert ? Et puis, nous expliquer
expliquer aussi, est-ce que la facturage, ça reste l'apanage de certaines typologies d'entreprises ou est-ce qu'au contraire, ça s'est développé? Est-ce qu'une entreprise sur 3, une entreprise sur 5, une entreprise sur 10, aujourd'hui, fait appel à la facturage? Alors en fait, la facturage s'est énormément développée. Traditionnellement, la facturage, il y a 20 ans en arrière, donc c'est une histoire ancienne, c'est une technique qui s'intéresse essentiellement aux petites entreprises, voire plutôt aux petites entreprises qui n'allaient pas très bien. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, la facturage aujourd'hui concerne tout type d'entreprise, donc des petites, des moyennes, des très grandes, des très très grandes. Je dirais que globalement, chaque entreprise vient chercher un besoin qui lui est un peu spécifique en affacturage. Donc la solution, c'est une solution qui était très industrialisée, très standardisée, et on est passé dans une logique du sur-mesure, notamment parce que les grands groupes ont eu recours au cours des 10 dernières années à la facturage massivement, donc ont dopé la solution, ont permis aussi aux facteurs d'innover dans leur approche, et donc aujourd'hui on a des solutions encore une fois qui collent au cas par cas aux besoins des entreprises. Ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, les entreprises qui travaillent en France, sur un marché purement franco-français, beaucoup d'entreprises qui travaillent à l'export, des entreprises qui sont multisites en France ou à l'international, donc beaucoup d'opérations qui sont faites pour des groupes dits pan-européens, voire même au-delà de l'Europe. On accompagne chez AI Group aujourd'hui des entreprises qui ont des sites au Canada, en Amérique du Nord, en Amérique latine, qui ont besoin d'intégrer ces filiales, ces business units dans leur programme d'affacturage global. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent. Donc voilà, solution très sur mesure, au cas par cas, qui se regarde. C'est jamais exactement deux fois la même histoire. C'est ça l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on a des facteurs qui sont capables de comprendre les besoins d'entreprise et qui sont capables d'apporter une solution vraiment taillée sur mesure. Et c'est ça le rôle du broker, du courtier, c'est de sélectionner la bonne solution chez le bon facteur. Le rôle du broker, c'est effectivement de faire en sorte que la solution imaginée fonctionne. Et ça n'est pas rien de le dire. Et on sert à ça aujourd'hui. Nous, on permet de dire à nos clients, attention à tel sujet, attention au secteur d'activité, au process de facturation. Enfin, il y a plein de sujets qu'on regarde. Et l'idée, encore une fois, c'est comme quand on allume un moteur, il faut que ça marche et que ça se fasse bien. C'est structurant, mettre en place un contrat d'affacturage. Il faut que ça passe ces années. Nous, on est très contents de voir chez AI Group que les entreprises qu'on accompagne, globalement, leur solution d'affacturage, elles passent le temps. Elles passent les cycles. Elles passent les cycles, exactement. Bon, allez, on a parlé de la promesse de l'affacturage avec l'expert. On passe à la mise en pratique. Alors, Julien Elie, donc directeur administratif et financier et DRH du groupe Gascogne, vous avez mis en place l'affacturage en 2012. On a même démarré un peu plus tôt, en 2008, effectivement avec 2 sociétés. Et à l'époque, le groupe cherchait des liquidités pour pouvoir, continuer à investir et donc ne pas mobiliser d'argent pour son poste client. Et puis effectivement, ensuite, on l'a étendu en 2012 à l'ensemble des activités. Et dans un premier temps, avec un format qui était différent de celui d'aujourd'hui, il fallait que ce soit déconsolidant. C'est-à-dire que ça ne fasse pas apparaître cette dette au bilan. C'était le souhait de la gouvernance de l'époque. Donc on comprend, mais on en est sorti aujourd'hui, donc on peut en parler 2 ans plus librement, que l'entreprise était dans une passe complexe. Donc à ce moment-là, il y a le sujet de la communication à ses stakeholders, aux fournisseurs, aux gens avec qui on travaille, aux clients. En fait, ce qui a été difficile à admettre à l'époque, c'était que le contrat ne soit plus confidentiel. C'est-à-dire que nos clients soient au courant que nous avions ce contrat d'affacturage. Et ma crainte de l'époque, parce que j'y étais, c'était qu'on perde des clients ou que ça nous soit préjudiciable dans notre relation commerciale. Je me suis complètement trompé, ça ne l'a pas été, ça n'a rien généré du tout. Et c'est là que j'ai compris que j'avais une crainte qui était totalement infondée, parce qu'on a résisté un long moment avant d'accepter que le contrat ne soit plus confidentiel. Et puis à un moment donné, on n'avait plus le choix du tout. Et en fait, il s'est rien passé, ça a été un non-événement. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est que dans cette période difficile, le facteur était là. Parce qu'en fait, ce qui est important pour la société d'affacturage, c'est pas le bilan de l'entreprise, c'est le fait qu'il y ait un poste client qui soit solide. Et on avait un poste client qui était solide, avec beaucoup de clients différents, de la PME, de la société, de la multinationale, et ne dépendant pas d'un seul client, en fait. Voilà. Donc, ce qui les intéressait, c'était la qualité du poste client plus que la qualité du bilan. Et ça, quand on traverse des moments difficiles, c'est vraiment très appréciable. Mais vous dites que ça a été un non-événement, le fait de pouvoir... que votre écosystème ait pu comprendre que vous étiez avec une solution d'affacturage, c'est effectivement, vous le disiez Mathieu, une solution qui est privilégiée par des entreprises qui ne vont pas très bien. Donc ça fait peur à son fournisseur ou à son client. Son fournisseur, pour des raisons évidemment qu'on imagine, est-ce que je te fournis ici, je vois qu'il y a un risque. Pour le client, sur des projets un peu importants, est-ce que si je mets des arts, si je commence à payer des échéances, est-ce que je verrai la fin de ma commande? Vous dites que ça n'a pas eu d'impact.
Comment vous avez fait en sorte que ça n'en est pas? Il y a quand même eu une communication, il y a eu un effort qui a été fait, parce que ça va intéresser, je pense, les gens qui nous écoutent. Oui, alors bien sûr, déjà sur un plan légal, il y a eu un courrier qui a été envoyé à chacun des clients concernés pour leur expliquer la situation. Et puis, quand on avait des questions, on a pris le temps de discuter avec nos clients. On n'a pas pris le temps de discuter avec chacun des 2000 clients du groupe, c'est absolument impossible. Mais en revanche, chaque fois que c'était nécessaire et qu'on a senti que c'était nécessaire, en lien avec l'équipe commerciale, qui était également assez inquiète, on a déjà fait beaucoup de pédagogie, déjà en interne, ça a commencé par là, avec des éléments de langage, avec des explications et de la pédagogie. Voilà, ça passe par de la pédagogie et de l'explication, et quand on explique les choses en général et qu'on est transparent, ça passe plutôt bien. Si on devait expliquer rapidement aux directions financières qui nous regardent, tous les deux, la première chose qui va... le premier sujet qui va être à traiter lorsqu'on se pose la question de mettre en place une solution d'affacturage, qu'est-ce qu'on doit se préparer à faire, à questions auxquelles on va devoir répondre, peut-être à software ou à process à mettre en place? Je dirais que la vraie question, c'est la compréhension du métier d'entreprise par les sociétés d'affacturage qui sont interrogées par ces fameuses entreprises. Expliquer son métier, rentrer dans les détails, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que le facteur interrogé comprenne bien le client qui est en face de lui et comment il doit s'adapter à ce client. C'est hyper important. En fait, je rappelle quand même que le facteur devient propriétaire des créances commerciales de l'entreprise. Donc, ce transfert de propriété, il est juste déterminant et ça explique beaucoup de choses derrière, en fait. Donc, l'entreprise doit bien expliquer comment son business est organisé, à quel moment elle facture. Est-ce que la facturation concerne une activité qui est complètement réalisée? Est-ce que c'est une facturation pour une activité qui est partiellement réalisée? Tous ces sujets sont extrêmement importants. Expliquer aussi d'où elle vient, où elle va, ça c'est super important aussi. Plus, je dirais, l'entreprise est claire dans ses intentions, plus le facteur sera capable de suivre l'entreprise. Et globalement, c'est vrai ce que dit Julien est très intéressant. On se rend compte qu'une fois que c'est mis en place, même si ça tangue, si la communication entre le facteur et l'entreprise est bonne, le facteur reste. Et, globalement, c'est vrai dans à peu près tous les cas de figure. Je rappelle quand même aussi que le monde de la facturage, c'est quand même pas mal bancarisé ces dernières années. Il n'y a plus beaucoup de facteurs indépendants. Les gros du secteur sont tous des filiales de banque. Et pour autant, on le voit, une fois qu'on a mis en place un programme d'affacturage, même si les relations avec la banque à un moment peuvent être amenées à se tendre un peu parce que le bilan est moins bon, si le post-client, l'actif post-client qui vaut de l'or est bien maîtrisé, généralement, la compagnie d'affacturage, elle reste pour accompagner l'entreprise, y compris en période de turbulence. Moi, je vois deux impacts pour la direction financière et l'entreprise. Il y a bien sûr un sujet d'informatique, parce qu'il faut être capable de produire les fichiers qui devront être remis au factor en support aux créances cédées. Donc, il y a plusieurs formules possibles d'affacturage. Les adaptations informatiques sont plus ou moins importantes. Donc, il y a un travail qui doit être fait avec l'éditeur de logiciels et le service informatique concerné. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, je dirais, c'est s'interroger et travailler sur ses process. Parce que la plupart du temps, en tout cas à partir d'un certain niveau de taille d'entreprise, le facteur délègue la gestion des créances à l'entreprise. Donc, quelles sont nos procédures en termes de recouvrement, en termes d'assurance crédit, en termes de gestion de la vie de la créance. Voilà. Et donc, je pense que ça oblige à se questionner et éventuellement à s'organiser mieux parce que on est en délégation vis-à-vis du facteur. Vous avez toutes les clés en main pour lancer un projet d'affacturage dans vos entreprises. Merci de nous avoir écoutés. Une dernière question, 10 secondes. Est-ce que l'affacturage, ça coûte cher? La question, c'est comment il faut consommer ces liquidités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on a une possibilité d'affacturage, il faut le faire pour garder les possibilités d'emprunt pour faire autre chose, notamment dans des entreprises industrielles comme les nôtres où il faut investir. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence sur nos plateaux. C'était le Dealmakers Show dédié à la facturage. Vous pourrez retrouver également cette émission en replay sur bismart.fr. La suite de vos programmes dans un instant. Merci à tous.